Et on en vient à la page culture de ce 20h. Les populations du canton Nowolo dans le Kabadougou renouent avec la tradition. Ils ont décidé de mettre en exergue leurs us et coutumes. Kader Sogodogo. Séguélon, la cour royale retrouve du beau monde. Cela ne s'était plus produit depuis 4 années. À l'initiative du roi du Kabadougou, jouissant de la confiance de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, désormais tous les différends au sein du canton Nowolo sont rangés dans les confins du passé. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Alors, chers parents du Nowolo, soyons tous des vaillants défenseurs des us et coutumes du Nowolo pour que nous soyons des hommes et des femmes dignes. El Hadj Koné Lansine, infirmier diplômé d'État à la retraite, en sa qualité de chef canton du Nowolo, peut compter sur toute la population pour faire perdurer ce climat de paix. Témoins du retour du canton Nowolo dans la normalité, les représentants des cantons Bordougou, Sofa, Nafana, Bakou Saba et bien d'autres. Première projection du film documentaire Dominique Ouattara, une vie au service de son prochain, écrit et réalisé par le journaliste reporter Serge Koléa. Cette œuvre est une initiative de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Serge Pacom Didi et Franck Quadio. Elle a fait beaucoup plus pour la Côte d'Ivoire. Des personnalités politiques, dignitaires, religieux, artistes, hommes et femmes de médias, mais aussi des chefs d'entreprise, présidents d'ONG et la société civile rendent hommage par la magie du grand écran à la première dame Dominique Ouattara. Tout le monde est unanime sur les actions de Madame la Première Dame. Sa vie se rime aujourd'hui avec le soutien à son prochain. Alors nous avons réfléchi. L'idée nous a été animée de produire le tout premier film documentaire sur la vie de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. J'ai aimé le film. Elle a posé beaucoup d'actions en faveur des femmes, en faveur des enfants. Et je trouve que c'est une dame de cœur. Dominique Ouattara, une vie au service de son prochain. Un film documentaire de 52 minutes marqué par des témoignages sur la vie de Dominique Ouattara. Une initiative de la Fondation des artistes africains réalisée et écrite par le journaliste reporter de la télévision ivoirienne, Serge Koléa. Cette œuvre met en exergue l'élan de solidarité vis-à-vis de son prochain, le don de soi, les actions sociales, parcours de la première dame, ainsi que d'autres facettes moins connues du grand public et qui caractérisent Dominique Ouattara. Le film est extraordinaire. On ne pouvait pas faire mieux. On a vu tous les aspects de l'œuvre de la première dame. L'histoire retiendra, la Côte d'Ivoire retiendra, l'Afrique retiendra, le monde entier retiendra toutes les actions de cette grande dame au grand cœur. La deuxième projection du film aura lieu le 16 décembre prochain à l'occasion de l'anniversaire de la première dame, Dominique Ouattara. On en vient à l'entretien de cette page culture et il est de retour sur notre plateau. Rebonsoir professeur. Bonsoir madame. Alors vous comptez à votre actif plusieurs livres, également des articles sur la culture, sur la politique en Afrique. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'écriture? Est-ce que cela a été une évidence pour l'homme de lettres que vous êtes? On a envie de vous demander. À la vérité, j'ai reçu une incitation très forte d'un parent et d'un ami et d'un condisciple qui est le ministre Sali Koulibaly. À l'époque, on était inséparables, on est toujours inséparés. Et un jour, on déjeunait régulièrement ensemble. Et un jour, il arrive avec, comme d'habitude, ses journaux et quelques livres. Et puis, il me dit, tu sais, tu devrais écrire. Je n'ai pas tout de suite pris l'incitation au sérieux. Et de proche en proche, je me suis mis à faire quelques analyses. Et je dois dire d'ailleurs que c'est Noël Eboni, que d'ailleurs Ali m'a présenté, qui était également un de ses amis et que je rencontrais régulièrement, qui va me faire gagner mon premier chèque en tant qu'auteur
sur un article que j'avais écrit sur l'État-nation en Côte d'Ivoire et qui a été publié par Demain l'Afrique et qui avait retenu l'attention de Régis Debray. Était-ce votre toute première production? Oui, ce texte, c'était pas ma première production, c'était juste un article. Quand on est prof d'université ou universitaire, on a une obligation d'écrire des articles. Ça fait partie du processus de promotion interne. Évidemment, en tant que prof de philo, en général, les gens écrivent sur des auteurs qui les impliquent sans toujours chercher des sorties vers le grand public, vers des questions socio-politiques. Et dans mon cas, je me suis très rapidement trouvé investi dans le champ de la culture. Et mon premier ouvrage en tant que tel, c'est Alpha Blondy, Reggae et Société, que j'ai écrit en 1987. Ça faisait 3 ou 4 ans qu'il était dans la place. Il était très maltraité. Et je dois dire que moi-même, je n'ai pas été très bien accueilli. Je vous dirais par exemple que... Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, professeur. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de Voilà pourquoi. C'est ça. Voilà, c'est cette œuvre qui vous amène sur notre plateau. Le titre nous rappelle les contes du père Voilà pourquoi, qu'on voyait à l'école primaire. Dites-nous, pourquoi vous avez choisi ce titre, Voilà pourquoi? Je l'ai choisi un peu pour la raison que vous venez d'évoquer, parce que ça fait une résonance dans toute la mémoire des enfants. Exactement. Et ce livre, je le dédie à mes enfants. Je me suis dit, ils connaissent les contes de Voilà pourquoi, ils entreront plus facilement. Mais le fond du problème, c'est que les contes que j'ai récapitulés dans ce texte, ils sont des contes de Bamoro Traoré, qui est un conteur né à Kong en 1927 et qui est mort à Kong également en 2000 après avoir sillonner toute la Côte d'Ivoire et être parti jouer au Ghana, au Burkina, partout où il y avait des communautés Djoula, parce que les Malinqués de Kong s'assument comme Djoula, ils ne sont pas les seuls. À Bobo Dioulasso aussi, les gens s'assument, et je dois dire à Kolia aussi, il y a les Marabas qui s'assument comme Djoula. Et donc, Bamoro, moi je l'ai connu, j'ai eu la chance de connaître son premier accompagnateur qui était un de nos pères, mais à ce moment-là, je n'ai pas senti la morsure de l'écriture. Là-dessus, c'est un autre journaliste, Ladi Sidibé, qui après mon livre sur Alpha Blondy, m'a dit un jour, parce qu'à l'époque, j'écrivais aussi, j'étais dans des logiques de journaliste avec tous ses amis journalistes que je viens de citer. Il m'a dit, mais Bamoro, pourquoi tu ne ferais pas un livre sur Bamoro? Et c'est chose faite. Voilà. Nous allons voir tout à l'heure le reportage de Serge Pacom-Didi et Franck Kouadio qui nous décryptent justement cette œuvre et on revient tout de suite après. Les contes du père, voilà pourquoi. On s'en souvient bien dans le contenu programme scolaire il y a quelques années de cela. Eh bien, l'exercice est à nouveau réussi, cette fois par l'une des grosses plumes des littérateurs ivoiriens. Voilà pourquoi les contes de Bamoro Traoré de Kong, c'est l'œuvre d'une rencontre de 2 esthètes du discours traditionnel, mais aussi une rencontre de 2 cultures. Que dit l'œuvre? Des contes extraits de leur contexte originel mais traduits fidèlement en conservant leur forme poétique, ce qui permet d'établir ce lien entre les différentes générations. Le docteur Soumaoro Issouf, dans son commentaire Philosophie et administration générale, publié en août 2021, dira même que l'auteur résout en substance 2 problèmes, celui de l'écriture linguistique et celui de l'écriture corporelle. Le lecteur se projette au-delà du support papier et devient spectateur. Une habile façon d'intégrer dimension orale et écrite du conte pour mieux véhiculer le message. C'est le burel de l'auteur, le professeur Yacouba Konate, auteur de plusieurs livres sur l'art, la culture et la politique en Afrique. Il est professeur de philosophie et critique d'art. Alors, professeur Franck Kouadio vient de le dire, on voit là la rencontre de 2 cultures, celle de l'écriture, dont vous êtes issu, et celle de l'oralité. Comment est-ce que vous avez fait pour garder intacts ces contes et même les faire vivre à travers cette traduction qui n'est pas forcément aisée quand on sait qu'il y a beaucoup d'onomatopées en Afrique, beaucoup d'expressions imagées. Comment vous arrivez à faire vivre ces contes-là aux lecteurs?
En fait, c'est un challenge, mais je pense que très rapidement, on apprend qu'il faut renoncer à l'illusion de l'intact. On n'arrivera jamais à faire une traduction intacte. Et je pense qu'avant la tour de Babel, les langues, il n'y a pas une seule langue. Je pense que dès le début, il y avait plusieurs langues. Et c'est cette pluralité des langues qu'on appelle aujourd'hui la diversité, qui renvoie à la diversité culturelle, qu'il faut assumer dans le travail de traduction en se rendant compte, en prenant fait et cause pour cette évidence qui est que on arrivera approximativement à dire ce qu'on a envie de dire, mais quand, par exemple, Bamoro raconte une scène entre deux paysans, il y a un qui arrive devant le champ de l'autre, il dit « Initié, comment tu traduis ça ?» Je dis, si tu veux le traduire littéralement, tu vas perdre ton temps. C'est comme quand je te dis bonjour, on dit Anisoma, comment tu traduis cela? Alors, donc, je pense qu'il faut faire son deuil une fois pour toutes. Moi, j'ai été très proche d'Amadou Kourouma, j'ai beaucoup lu, j'ai vu tout le travail qu'il faisait et évidemment, j'ai pensé à lui en faisant ce travail. Je dois dire qu'au départ, ce que je voulais faire, c'était une traduction bilingue. Tous ces contes ont été transcrits en djoula. Ou si vous voulez en malinké, je conserve cette traduction que je vais peut-être, transcription que je vais peut-être publier un jour sur Internet. Intact. Voilà, mais il n'y a pratiquement pas de public aujourd'hui qui sache lire dans nos langues. Dans nos langues. Alors vous allez nous dire quel est le conte de Bamoro Traoré qui vous aura le plus marqué. Un petit résumé de ce conte, parce que là, on a 374 pages. Oui, je dirais tout de suite que c'est le conte dit d'Abakalasra, qui n'est pas seulement un conte, qui est une mise en récit de l'histoire personnelle de Bamoro. Bamoro, je pense que c'est important de le dire, Bamoro c'est un homonyme de Mori, Mori qui est le nom de Samori. Et comme vous le savez, Samori a détruit Kong. Et dans ce conte, il y a un rapport très fort à Samori, et il le chante, si j'en avais eu le pouvoir, personne à Kong ne sera autorisé à donner le nom de Mori à son enfant, parce que c'est Samori qui a détruit mon pays, c'est Samori qui a fait de Kong un pays en ruine. Donc il assume, il raconte cette histoire, mais il raconte sa propre histoire. Bamoro, c'est un Woloso, c'est-à-dire un captif de case, et il n'a pas eu droit à l'instruction qui était arabe. Et je dois dire d'ailleurs que Bamoro, il est entré souvent en dialogue, parfois même en conflit avec les marabouts, parce que l'art qu'il pratiquait était considéré comme profane, impur, et en plus lui-même il sortait... Bon bref, dans ce conte... Bref, vous l'avez bien dit, merci professeur. En tout cas, pour les lecteurs qui sont intéressés, il faut se procurer l'œuvre pour savoir la suite donc, de cette histoire que vous racontez avec tant de passion. C'est tout un pan de l'histoire également qui est traduite là. Merci d'être passé sur notre plateau. Je me permettrai peut-être de dire que je vais rapidement procéder à une dédicace de ce livre le 8 décembre prochain à la Fabrique culturelle et le 17 décembre à la Rotonde des Arts. Merci professeur, merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Aboulaye Koné pour d'autres informations et demain 20h Marie-Laure Ngoran. Bonsoir. Merci.